À l'appel. Marion Virginia. Serge Claverie. Marianne Babert. Marion doit être en retard, elle va nous rejoindre. Jacques Poulet. Marie-Claire Duprat. Jean-Marc Cavier. Sophie Dupouille. Arnaud Ferrand. Présent. Elisabeth Breck. Oui. Joanne Labarère. Oui. Aurélie Lévesque. Présent. La Maison Bruno. Présent. Sylvie Solignon. Présent. Émilie Bourguet a donné pouvoir à moi-même. Christophe Priel. Il était en retard. Et Emmanuel Lacroix. Présent. Alain Lassalle. En retard aussi. Laurent Langlade a donné procuration à Christophe Priel, qui va nous rejoindre. Christelle Claire a donné pouvoir à Serge Claverie. Christophe Vergès. Présent. Marjorie Fautou. Présent. Olivier Martinez. Présent. Pinchot et Nadine. Présent. André Lafargue. Présent. Alain Rambal. Présent. Jacqueline Séguier. Moi, ce que je vous propose, c'est, avant que nous passions donc à l'ordre du jour qui donne lieu à des votes, nous donnions la parole à M. Boyau de façon à ce qu'il nous présente le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme, qui est au fond l'expression des orientations générales qu'on souhaite donner au développement de notre commune au travers du nouveau PLU, qui doit faire l'objet d'un débat entre nous, sachant que moi je tiens à remercier l'ensemble des membres de la commission urbanisme qui ont été très présents et qui ont fait un travail assidu de façon à relancer cette révision de PLU qui avait été initiée et arrêtée. Monsieur Boyau, je vous passe la parole. Merci, monsieur le maire. Je comptais sur mon professionnalisme à toute épreuve. C'est bien la première fois que je vais m'excuser, que je vais devoir tourner le dos à quelqu'un quand je parle. Et que je vais peut-être aussi tourner le dos à l'écran. Je vais faire au mieux. Excusez-moi, mais il faut la je lise, que je parle et que je fais partie de mieux. Juste un petit rappel, on avait engagé la révision du PLU en 2010. On avait établi un projet d'aménagement et de développement durable à l'époque, en 2010-2011. Et la procédure avait dû être interrompue du fait de l'entrée en vigueur de la loi pour l'engagement national pour l'environnement, la loi Tonnel 2, qui conduisait à remettre en cause toutes les orientations du PLU tel qu'on le concevait lors de la révision, mais aussi tel qu'il a été approuvé en 2007. Notamment parce que la loi Grenelle 2 a introduit la nécessité de mise en concordance des perspectives de développement de la commune et des possibilités d'urbanisation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas concevoir un document d'urbanisme avec des surfaces disproportionnées par rapport aux perspectives de développement futures. Depuis la loi Grenelle 2, la loi Allure est entrée en vigueur, qui a encore durci la situation, dès qu'on a convenu, enfin, qui a encore mis un cran de plus dans ce processus, à la mesure où désormais, avec la loi Allure, on est obligé, avant de prévoir des zones d'extension de l'urbanisation, on est obligé d'aller voir dans l'urbanisation existante s'il n'y a pas des espaces disponibles qui pourraient être urbanisés, qui pourraient faire été libres. Donc c'est dans ce contexte-là que la révision a été reprise. Cette révision amenant obligatoirement, mais on l'avait déjà dit lorsque la loi Grenelle 2 est sortie, la révision du PLU amène obligatoirement à réduire les zones constructibles du plan local d'urbanisme par rapport au plan local d'urbanisme existant. Donc nous subissons à la fois des avantages possibles, la possibilité d'accueillir de la population, mais aussi un risque évident qui est celui d'un effet de ville dortoir, comme vous l'avez très bien dit en introduction. Je crois que ce diagnostic, on le partage tous. Et donc le choix que nous faisons, c'est d'essayer de conserver, de renforcer le rôle de ville, de petite ville, à Saint-Sevé. Moi, je veux juste revenir en quelques phrases. Comment conforter ce rôle de ville? Par la promotion du caractère de cité historique de notre ville. Faire de ce patrimoine une chance pour se différencier, pour attirer de l'activité, pour attirer des habitants qui ont envie de vivre dans ce cadre-là. Le deuxième choix que nous faisons,
c'est de renforcer l'attractivité économique. Tout d'abord au niveau du centre-ville, pour lequel nous souhaitons tout mettre en œuvre pour lui permettre de conforter sa fonction commerciale. Il y a des questions de parking qui seront à traiter dans le PLU. Le deuxième point, c'est la volonté forte de rénovation de la zone industrielle de Perret, sur laquelle la communauté commune d'ailleurs a suivi la volonté qui était la nôtre. On sait qu'on a à la communauté commune en réflexion l'idée de faire une deuxième entrée avec un rond-point route de Cona, une requalification de l'ensemble. Moi, je crois que cette zone industrielle de Perret, si on la requalifie, elle a vocation à accueillir de nouvelles entreprises. Troisième choix dans le développement économique, créer une zone artisanale, notamment pour l'artisanat du bâtiment, qui ne bénéficiait pas d'une zone dédiée aujourd'hui, probablement entre la route de Mont-de-Marsan, la route de Tartas, au niveau de Perret. Et dernier point, nous assumons le choix de ne pas donner de nouvelles extensions supplémentaires aux carrières pour préserver les espaces agricoles. Je crois que là-dessus, les extensions qui ont été données laissent des latitudes pour les 20 années à venir, et nous assumons ce choix aussi. Donc la croissance démographique soutenue, 6 000 habitants, elle ira au-delà de l'évolution naturelle de la ville. Donc il va falloir qu'on mette en place des actions pour rendre notre ville attractive, pour que les nouveaux habitants viennent nous rejoindre. C'est ce qui va être mené avec la communauté des communes au travers d'OPH, d'un plan local de l'habitat. C'est l'objet de l'AVAP, qui permettra de l'adhésion à la Fondation du patrimoine et qui permettra de faire tomber toute une pluie d'incitations fiscales et d'outils financiers pour rénover les 240 logements vacants de notre ville. 12% de l'habitat Saint-Séverin est aujourd'hui vacant. C'est 2 fois plus que la moyenne nationale. Et il y a là, on ne le voit pas trop parce qu'on a encore les rez-de-chaussée qui sont pour la plupart animés, mais dès qu'on lève la tête, on a énormément de bâtiments vacants. Mais là, je crois qu'il y a un enjeu très fort. Et donc, la conséquence de tout ça, c'est qu'il faudra recentrer le développement urbain au niveau de la ville. Et vous avez bien vu qu'il y a dans la délibération l'achat d'un terrain important de 12 hectares. Et notre projet, c'est que les lotissements nouveaux soient des quartiers nouveaux qui aient non seulement une vocation d'être des quartiers attractifs, mais qui aient aussi du sens au niveau de la ville. Et le projet dont on débattra tout à l'heure a aussi des incidences en matière de restructuration de la voirie communale pour faciliter les accès. Donc ce schéma qu'on a fixé, on a déjà essayé de faire quelques actions concrètes qui s'inscrivent dans ce schéma-là. Vous avez parlé de Morlan, nous sommes en train de l'étudier, la connexion entre la ville haute et la ville basse en liaison douce. Nous avons fait une réunion avec Serge il y a 15 jours pour mettre en place une maîtrise d'œuvre en la matière. Et je crois qu'au final, avec tout cela, il y a un joli projet de ville, de façon à ce que nous ayons la possibilité, dans une dizaine d'années, d'avoir toujours une ville vivante. Le débat est donc peut-être fini, à moins qu'il y ait une dernière remarque, monsieur. Juste une remarque pour préciser votre propos, monsieur le maire. Nous sommes d'accord pour préserver, dans ce discours, on ne va pas contester le discours, la volonté de préserver ou de développer l'attractivité économique de Saint-Sevé, du site de la ville de Saint-Sevé, mais c'est une volonté municipale. Aujourd'hui, comme hier, la requalification de la zone de Perret était une volonté de la communauté de communes et précédentes équipes. C'est tout, c'est une précision que je voulais apporter. Ce n'est pas une volonté qui s'est révélée soudainement ces derniers mois. Mon but est de combattre la volonté aux actes, que ça se voit. Non, mais vous y étiez aux actes, vous avez fait, vous continuez, et je veux vous en féliciter. Je veux vous dire, vous continuez, vous féliciter, c'est tout. Je voudrais en conclusion, à César. Remercier l'opposition qui a participé d'une manière constructive à toutes les réunions. Je vous remercie, M. Boyot, on va poursuivre le travail, parce qu'on va s'attacher aux cartographies, on continuera à le faire avec l'opposition. Et il peut y avoir des ruptures, mais il y a aussi des continuités, puisqu'au fond, M. Boyot, vous l'aviez retenu pour le PLU précédent, et nous l'avons retenu pour le PLU actuel. Je suis votre lien. C'est ça. Je ne sais pas si c'est les liens de mousse ou de haut débit. Vous devriez venir plus souvent. Courage. C'est vrai que lorsque je connais. On vous laissera les derniers mots, on restera sur ce lien. Merci beaucoup, M. Boyot. Et on va maintenant rentrer dans l'ordre du jour à caractère plus politique. Y a-t-il des remarques sur le procès verbal de la dernière
séance. Il n'y a pas de remarques. Alors, écoutez. Avant de passer donc à la répartition du FPIC, je voudrais juste faire une déclaration préalable sur un sujet que je vois grandir dans la ville et sur lequel je pense qu'il faut qu'on donne tous les éléments de réponse. Je remarque que certaines personnes essaient d'instrumentaliser le départ de M. Etchepar pour alimenter une polémique qui n'a pas lieu d'être. En préambule donc à ce conseil municipal, permettez-moi de clarifier une bonne fois pour toutes ce sujet. La mise à l'écart d'un DGS est une pratique courante. En effet, le statut de la fonction publique permet de se séparer du DGS dès lors qu'il ne nous donne plus satisfaction. Je n'irai pas chercher bien loin les exemples. Permettez-moi juste de rappeler que mon prédécesseur Jean-Pierre Dalle a changé plusieurs fois de DGS. Il y en a eu 4 en 2 mandats, Mme Delaunay, M. Martinez, M. Serré et enfin M. Etchepar. Cette décharge de fonction a été décidée sur la base des conclusions de l'audit des ressources humaines réalisé par le cabinet Territoire RH, qui a mis en évidence que le profil de M. Etchepar ne correspondait pas aux besoins de notre commune. Je tiens également à préciser que cette décision a été prise sur la base d'un avis unanime de l'ensemble de l'équipe majoritaire. Nous assumons donc cette séparation qui est le fruit d'une véritable réflexion. Quand j'entends dire que le licenciement du DGS va coûter une fortune à la commune, 2 questions me viennent à l'esprit. Première question, qui est le responsable de ce coût? Celui qui a fait le mauvais choix lors de l'embauche ou celui qui y met un terme? Deuxième question, qui est le responsable du montant de cette dépense? Celui qui a consenti un salaire au coût de près de 100 000 € par an pour un DGS d'une commune de 3 500 à 5 000 habitants, ou celui qui veut un DGS avec une rémunération plus en adéquation avec la taille de notre commune? Alors à la question combien cela va-t-il coûter, la ville est adhérente au centre de gestion des Landes pour lequel nous payons une cotisation de 13 000 € par an. Tel que le statut de la fonction publique le prévoit, depuis sa loi de 1984, votée sous le gouvernement Fabius, le DGS est mis à la disposition du centre de gestion et il appartient à ce dernier de lui retrouver un emploi. De la même manière que Mme Delaunay, que M. Martinez, que M. Serré ont retrouvé un emploi, il n'y a aucune raison que M. Etchepar n'en retrouve pas. Alors, mais oui, mais combien ça va coûter par an? Cela ne coûtera que si M. Etchepar ne retrouve pas de travail. Alors, je remarque que donc les 3 derniers DGS de Saint-Sever ont été replacés rapidement. Pourquoi voudrions-nous qu'il en soit aujourd'hui différemment? Je ne comprends pas ceux qui en douteraient. Et donc, afin de rassurer tout le monde, je voudrais en conclusion évoquer que le coût de M. Etchepar a été intégré dans le budget sur 12 mois par principe de prudence et que s'il retrouve du travail d'ici à la fin de l'année, ce sera du boni pour le budget et ce sera également une trop bonne nouvelle personnelle pour lui. Y a-t-il sur ce sujet pour la cure définitivement des questions? M. Martinez. Juste préciser, 4 DGS, effectivement. Un seul a dû donc subir une décharge de fonction, les 3 autres dont je fais partie n'ont pas coûté un centime à la collectivité. Y a-t-il d'autres questions là-dessus? Bien. S'il n'y a pas de questions, je voudrais juste préciser que le coût du DGS en 2014 a été de 99 623 € au budget de la commune. Que si M. Etchepar ne retrouvait pas de travail avant le 31 décembre de cette année, et sur la base d'un arrivée d'un remplaçant au 1er septembre, cela coûterait à la commune 110 903 €, soit 11 000 € de surcoût dans le pire des cas. C'est ce que nous avons intégré au budget, et que si M. Etchepar, dans les 6 mois à venir, venait à retrouver du travail, nous serions amenés à réduire ce coût et peut-être même à avoir un coût de la fonction de DGS inférieur à celui de l'ANAM. Ceci étant dit, je vous propose que nous passions, à moins qu'il y ait des questions là-dessus. Et si vous retrouvez un DGS et que M. Etchepar est toujours au chômage, vous en payez 2 donc. Oui, mais je crois que vous n'avez pas intégré le fait que, vous en payez 2, j'ai parfaitement compris. que le nouveau DGS
que nous recruterons sera à des niveaux salariaux en conformité avec la taille de notre commune, c'est-à-dire dans les 2500 € net par mois et non pas les presque 5000 € net par mois qui avaient été offerts à M. Etchepare. Et comme vous le savez, comme moi, la mise en décharge fait que toute la partie variable de M. Etchepare il ne la touche plus. Je vous redis qu'au final, le coût pour la commune sera pour cette année, dans le pire des cas, de 11 000 €. Et puis, en conclusion, moi, je crois qu'il faut rappeler une règle. Le fonctionnement de la vie publique est totalement différent du privé. Dans le privé, les entreprises cotisent à une assurance chômage, c'est obligatoire. Et lorsqu'une personne est mise au chômage, c'est l'assurance chômage qui lui paye son salaire. Sur les fonctions de catégorie A mises à disposition de DGS, on peut se séparer d'un DGS. Dans ce cadre-là, c'est la collectivité qui assume la part fixe de son salaire jusqu'à ce qu'il retrouve du travail. Et c'est au fond le centre de gestion des Landes qui jouera le rôle de point de Pôle emploi. Et M. Etchepare, tout ce que je lui souhaite, retrouvera en impacté très rapidement un poste à la hauteur de sa responsabilité. Je vous propose que nous passions au FPIC. Alors, c'est ni plus ni moins que l'application de ce qui a été voté à la communauté des communes la semaine dernière. Y a-t-il de la part de l'opposition des remarques par rapport à ça? Juste dire qu'on maintient notre vote, c'est-à-dire la solidarité avec les communes du canton. Donc, nous maintiendrons la proposition qui a été votée majoritairement au dernier conseil communautaire. Donc, moi, je tiens à préciser et à expliquer aux Saint-Séverins que si vous aviez voté comme la majorité des Saint-Sévais, vous auriez fait économiser 8 000 € aux contribuables Saint-Séverins, puisque s'il y avait eu un tiers des votes en conseil communautaire qui s'étaient exprimés pour refuser cette proposition du président, nous serions revenus à la règle de droit qui aurait voulu que nous ne payions que 110 426 €, ce qui aurait été la juste contribution de la ville de Saint-Sevé. Mais par votre vote, vous jouez contre les Saint-Séverins, ils paieront 8 000 € de plus. Je le regrette profondément. Je répète que, si on remet en perspective les choses, le licenciement d'un DGS, c'est 99 000 €. Nous réaffirmons ici la solidarité entre les communes. Nous l'assumons pleinement et nous saurons l'expliquer aux Saint-Séverin. Je n'en doute pas. 99 000 €. Vous contribuez à pénaliser les Saint-Séverins de 8 000 €. C'est sûr qu'au quotidien, nous pénalisons en effet. Sachant que le coût par habitant payé par Saint-Sevé est supérieur au coût par habitant des communes voisines. Donc je veux bien qu'on me fasse l'éloge de la justice. Je crois que c'était à 110 000 € la juste contribution de Saint-Sevé. Donc il faut que nous prenions acte de cette répartition qui est pour. Je vous remercie. De toute façon, le conseil municipal ne pouvait pas s'opposer à son application. Par l'intermédiaire de la DRAC, on a pu obtenir la numérisation complète du Béatus, donc à la Bibliothèque nationale, et la DRAC nous subventionne cet achat à hauteur de 100%. Donc ça veut dire que ça ne coûte strictement rien à la commune, et ça va permettre assez rapidement de mettre en place un diaporama sur le Béatus qui sera présenté au musée. Voilà. Je tiens à préciser que les 18 000 € en question, il n'y a pas le montant dedans. 17 000 et quelques. 17 000 et quelques ne représentent que les éléments techniques de la numérisation. C'est un bien qui, sinon, dans le commerce, a une valeur bien supérieure. C'est que nous avons obtenu 100%
là-dessus parce que nous avons fait le choix de garder le label Musée de France. Et donc, lorsqu'on s'est interrogé en décembre dernier sur, au fond, pourquoi, première conséquence positive pour la commune, on récupère le Beatus, 100% pris en charge par la DRAC, et l'utilisation de ces images du Beatus pourra se faire à titre gracieux donné à la ville pour l'édition de cartes postales, de tout support qui permettra la promotion sur place de ce joyau de l'art médiéval. Vous posiez des questions sur la capacité à financer. Nous allons chercher les subventions. Y a-t-il des gens qui sont contre? Y a-t-il des gens qui s'abstiennent? Je vous remercie. Subvention aux associations. Donc vous avez sous les yeux le montant attribué en 2014 et le proposé en 2015. Le total est de 219 627 €. Sachant que l'an dernier, il y avait eu 220 243 € dans la première décision, auquel nous avions rajouté 8 000 € pour le comité des fêtes au mois de septembre. Donc, sur cette base-là, nous tenons à la fois le budget, nous sommes donc dans une baisse par rapport à l'an dernier, comme on l'a évoqué au moment du budget. Y a-t-il des commentaires, des questions? Oui. Juste un constat, on voit effectivement que chaque année il y a une baisse des subventions allouées donc aux associations de Saint-Sauvé. Finalement, ce n'est que la traduction du comportement que la collectivité, que la mairie, que l'exécutif de la mairie peut avoir actuellement vis-à-vis de bon nombre de ces associations. Et encore, on baisse de 615 € parce qu'on voit apparaître une subvention de 5 000 € au profit d'une association Jazz & Cards, effectivement, qui va faire une manifestation. Sans ces 5 000 €, on serait à 214 000, donc on s'inquiète pour cette année, on s'inquiétera encore plus, je pense, pour l'année prochaine, d'autant plus que des rumeurs insistantes laissent à penser que désormais les associations doivent payer les fluides pour pouvoir utiliser des locaux, donc on va avoir des précisions à ce sujet, parce que je pense que le tissu associatif ne mérite pas ce genre de traitement. Ces gens-là permettent de faire vivre la ville, de bien la faire vivre. Je pense que c'est un manque de respect vis-à-vis d'eux. Invoquer encore et toujours une démarche comptable, il n'y a pas d'argent, on ne peut pas faire mieux, je pense que c'est assez limité. Parce que si on épuise le bénévolat, si on épuise les associations, je pense que les quelques euros que vous souhaitez économiser, je le rappelle, comparé aux 100 000 € de dépenses concernant le DGS, je pense que votre comportement vis-à-vis des associations est indécent. Sur le DGS, les 100 000 €, c'est le prix que coûtait, je ne sais pas, parce que vous l'avez recruté l'ancienne majorité à ce prix-là. Je vous dis une bonne fois pour toutes, que le nouveau DGS coûte 2 fois moins cher, qu'un DGS ne coûte que, tant qu'il n'a pas retrouvé de travail, que le surcoût pour cette année est de 10 000 €. Donc s'il vous plaît, vous êtes trop intelligent pour dire des choses qui sont erronées. Si vous avez envie de polémiquer sur le DGS, dites que ça va coûter 10 000 € à la collectivité et pas 100 000. Écoutez, s'il vous plaît, vous y allez droit dans le mur. Sur ce sujet-là, ne jouez pas avec moi sur ce sujet-là. Vous savez très bien que j'ai raison, puisque si vous avez fait cette intervention, c'est que vous ne saviez plus comment vous en sortir, puisque le lièvre a été levé ici même, sinon l'information n'aurait jamais été divulguée, ni à votre majorité, encore moins à l'opposition, et certainement pas aux contribuables de Saint-Séverin. Donc assumez vos choix inconséquents, mais je pense que les associations ne doivent pas subir votre inconstance. Tout le monde est au courant. D'ailleurs, je peux même vous dire que le budget est suivi tous les mois et qu'aujourd'hui, on est même dans une maîtrise parfaite des dépenses. Il n'y a pas de problème. Sur les associations, je sais que le travail d'opposition est un travail compliqué. Et qu'au fond, il y a deux types d'opposition. Il y a ceux qui cherchent la polémique pour essayer d'exister, et ceux qui sont dans une posture de responsabilité et d'opposition constructive. Puisque vous avez envie de polémiquer sur les associations, on va rentrer un peu dans les détails. Les Restos du Cœur, n'en parlez pas.
On leur donne 4 300 On ne euros. parle pas de ça, on parle Je vous, montant mais, global alloué aux je aux vous ai, associatifs. je vous ai pas coupé. Ne détournez pas les choses. Je voudrais Vous êtes un finir. spécialiste. Non, je crois que sur la gestion des associations, nous avons une ligne qui est très claire. Et je trouve qu'il y a de très belles réussites associatives cette année, qu'il y a une très belle dynamique, et je voudrais juste y revenir dessus. De la même manière que l'association Centenaire 14-18, l'an dernier, a fait un spectacle qui a été une véritable réussite. Il y a eu un musée avec des armes, une recherche sur tous les morts du canton, qui était remarquable. Nous les avions accompagnés à hauteur de 2 000 euros. Cette année, ils sont en train de construire une tranchée. Ils ont considéré qu'il valait mieux pour eux aller chercher de l'argent dans le mécénat privé plutôt que toujours solliciter les partenaires publics. Et je sais qu'il y a des institutions bancaires, des mécénats qui les accompagnent. On les a reçus. Ils nous ont dit, vous nous avez payé le grillage, vous nous avez mis à disposition les personnels communaux qui en avaient besoin. Nous n'avons pas besoin, pour finaliser notre projet, de subvention. Donc moi, je ne cherche pas à donner la subvention pour donner la subvention, je cherche à accompagner les projets. Et la preuve, c'est que ce projet-là, cette année, il verra le jour, c'est un fait de subvention municipale. Je crois qu'il y a là une grande responsabilité de la part des bénévoles, et c'est tout l'esprit dans lequel on veut aller. Deuxième exemple, les Restos du Cœur. Ils sont venus vers nous. Ils nous ont dit, on a un grave problème, ça fait des années qu'on sert les repas en plein air, à l'air libre, dans le froid. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc on a fait un dialogue gagnant-gagnant. On leur a dit qu'on va vous donner une subvention pour que vous payiez, pour que vous puissiez acheter les matériaux. On les a assistés en matière de maîtrise d'œuvre pour définir les plans, ainsi de suite. Et ils ont construit bénévolement, avec la participation des usagers, un petit abri qui permet aujourd'hui à Saint-Sevé de servir les menus à l'abri dans des conditions d'accueil complètement revues. Donc, quand il y a des beaux projets, on les accompagne. Mais on cherche à responsabiliser les gens et on leur tient un discours de vérité. C'est que l'argent public qui coulait à flot, et qu'on le veuille ou non, ça appartient au passé. Que ce FPIC pour lequel vous avez voté pour 8 000 euros de plus à la charge des Saint-Séverins, c'est 8 000 euros de moins qu'on peut mettre ailleurs. Je rappelle que c'est 108 000 euros, 118 000 euros que nous payons. En 2012, il y avait zéro. Et que donc nous essayons de rendre le même service public, sûrement d'une manière différente, parce qu'on le fait avec moins de moyens. Je finis donc sur les associations. Quand il y a un nombre d'élèves qui est en augmentation, le budget augmente, comme c'est le cas à la maternelle. Quand on a un nombre d'élèves qui baisse, comme c'est le cas à la coopérative des écoles primaires, et que le budget baisse. Sur la danse, c'est la même chose. On est dans une logique d'accompagnement de projet. Alors vous parliez de Jazz and Cars. Nous les avons accompagnés, effectivement, d'une manière forte, comme nous l'avions fait l'an dernier sur l'association du Centenaire. Je tiens à rappeler que l'ensemble des concerts seront gratuits. Et donc, ça nous a amené à aller un peu au-delà de ce que nous pensions faire au début. De la même manière, nous continuons à soutenir très vivement le canoë-kayak, qui développe un magnifique projet de réouverture de la descente de la Dour, avec un brevet d'État, c'est-à-dire une professionnalisation. Nous pourrons encadrer des enfants, des familles. Et ils ont pour projet, derrière, d'essayer de relancer une section sportive. Nous sommes aux côtés de ceux qui vont de l'avant. De la même manière que nous avions eu une négociation l'an dernier avec le rugby, où nous avions refusé une augmentation de la subvention, parce qu'on considérait que la subvention était suffisante pour leur permettre d'accéder à l'échelon supérieur. Et au final, ils ont fait une très belle saison sportive, ils ont pu aller à l'échelon supérieur. Et cette année, comme ils sont en fédéral, nous augmentons la subvention. Mais vous essayez de dire, on ne peut rien faire sans argent. Je remarque que le foot est monté, que le basket filles monte, que le nombre de licenciés, dans beaucoup de nos sections sportives est en augmentation. J'ai plutôt l'impression que nous avons un dynamisme Saint-Séverin qui se régénère et qui fait la fierté de notre ville et que nous accompagnerons, mais avec un discours d'adulte. Alors, vous parliez
de la mise à disposition à titre gracieux de bâtiments publics. Nous le continuons. Mais effectivement, il y a eu dans certains bâtiments des consommations très élevées. Et nous cherchons à trouver les moyens pour qu'il y ait une responsabilisation et que chacun fasse attention. J'ai cru comprendre même en discutant avec certaines sections, c'est un dialogue qui ne date pas d'aujourd'hui, qu'il y avait eu sous l'ancienne mandature aussi. Et quand vous avez une consommation d'électricité qui d'une année sur l'autre double, c'est dommage parce que c'est autant d'argent qu'on ne met pas ailleurs. Vous savez, on va être amené, ça sera mon mot de conclusion, à remettre 927,88 € aux stations de Nisport. C'est des factures de nourriture pour la compétition de beach qui date de 2013, qui n'avait jamais été payée. Alors, nous avions payé la publicité pour 1 435 € l'année d'avant. Ça ne fait pas très plaisir. Je crois qu'il faut qu'on rentre dans des logiques de responsabilité. Et je peux dire, c'est qu'on a la chance d'avoir des gens très responsables, très matures, dans nos responsables associatifs, et que les choses avancent dans la sérénité. Si au final, vous voulez nous dire, vous dépensez moins, si vous regardez le principal poste d'économie, qu'il est au niveau du comité des fêtes, ou en matière de sécurité, pour la révision des lieux d'ouverture et de fermeture, cette année, nous aurons au final une facture qui sera bien réduite. Peut-être que des adjoints en charge de certaines délégations veulent rajouter des choses. Je vais revenir. Tu as bien dit que les associations là, qui montent, les associations sportives, n'ont pas demandé de subventions supplémentaires. Celles qui n'en ont pas eu ne l'ont pas demandé. Celles qui n'ont pas eu, c'est notamment le football. Oui, Je pense que c'est ça. Ben oui, parce que c'est les 3 clubs qui montent. Ils n'ont pas demandé davantage, donc ils se contentent des 15 000 et on leur attribue Et les l'USAB. L'USAB, on a eu un dialogue avec Patrick. J'aurais bien arrangé d'avoir un peu plus. Maintenant, on leur a évoqué qu'on ne pouvait pas cette année. On était à l'Assemblée Générale. Ils ont eu un déficit important l'an dernier. 2013 avait généré un gros déficit. En 2014, ils l'ont réduit très fortement. J'espère qu'ils feront un gros repas le dimanche ce soir des fêtes sur la place du Tour du Sol, qu'ils feront un carton plein pour le festival et qu'au final, ils finiront l'année avec des résultats positifs. Dans le même ordre d'idée, le comité des fêtes d'Augreil, il y a eu un passage financier très délicat l'an dernier. On avait monté la subvention pour leur permettre de passer le cap. Cette année, ils ont sorti un compte excédentaire, on est revenu à la subvention de l'année d'avant. Moi, je suis dans une logique où, au fond, on est plus dans une gestion de projet qu'un versement annuel pour renouveler l'année. Bon, Jacques. Oui, moi, je m'étonne qu'on dise que ça diminue, puisque moi, je vois 220 000 et puis 219 627, donc effectivement, ça diminue de 300 €. On se sert pour ça, on stigmatise une association qui s'appelle Jazz & Cars qui veut faire quelque chose. Je voulais simplement poser une question. Un peu quand même. Et pourquoi on donne pas moins, on donne moins parce qu'on donne à un autre. Alors là, attendez, pop. Ah oui, c'est bon. Je levais la main. Alors, je voulais savoir. S'il te plaît, je voudrais terminer. Je voudrais quand même terminer ce que j'ai dit parce que. Termine, mais ne balance pas des contre-vérités. Je ne balance pas des contre-vérités. Qu'est-ce qu'il a été dit? Il a été dit, c'est pareil, mais on donne 5 000 à Jazz & Car. Ça veut dire quoi ça? Donc ça veut dire que ça diminue substantiellement. Mais pas le jazz. Je pense, enfin, si j'ai bien compris Olivier Martinez n'est pas contre la subvention à Jazz & Car. Pardon. C'est une précision qui méritait d'être faite. Ça veut dire, quand vous ridiculisez, vous ridiculisez mon droit de traiter et voir ce que j'ai dit, donc j'ai arrêté de faire le spectacle. Bon, arrêtez. Je voulais faire. Bon, premièrement. Deuxièmement, je voudrais quand même dire, parce que je ressors mes petits papiers là, en 2009, aux associations, 222 000. En 2010, 217 000. En 2011, 214 000. Bon, après, 2012 et 2013, c'est vrai, ça monte. C'est vrai, c'est les années électorales, alors ça monte. bel esprit. Bon, voilà. La réponse à tout.
Eh bien oui, On donne beaucoup plus que de votre temps. Donc, si je comprends bien, on va rassurer les assos, dans 2 ans, ça va remonter. Mais non, vous pouvez leur dire que ça progressera. Et qu'on donne plus que de votre temps. Et qu'on donne, non. Mais 2013, on était à 233 000. En début d'exercice, on donne plus. 217 000, 214 000. Parce qu'on payait aussi des factures qu'ils avaient laissées. Oui. Non, moi ce que je constate, donc je vais te poser une question, Jazinka, est-ce une association nouvelle ou est-ce que c'est le CAC 40? c'est financièrement porté par le CAC 40 Ouais. et nous finançons là un projet particulier. D'ailleurs, si vous prenez la législation Légifrance en matière de subvention, il est normalement prévu que chaque subvention doit être rattachée à un projet ou une action. Non, mais c'est pour ça que je dis, je réfute donc là, les propos de Jacques Chouet, qui dit Non, mais que l'on stigmatise moi, je m'inquiète. Je voulais simplement savoir, bon, ça c'est pas du tout l'idée de notre propos n'est pas de stigmatiser Jazinka. De toute façon, si peut-être quelqu'un les a aidés à s'installer dans cette ville au niveau associatif, j'en sais quelque chose, je connais, donc c'est bon. Donc ça, ces propos-là, et je m'en expliquerai avec les responsables, ça sera clair. Il n'est pas question de stigmatiser Jazinka. En plus, je suppose que quand la ville Pinchoré s'étonne que le foot et le basket n'aient pas eu de subvention et que le rugby est 3 000, il n'est pas question de contester les 3 000 € au rugby. Même, il y aurait peut-être eu 5 000, j'aurais été prêt à suivre. Sauf que, ce qu'il va falloir que vous assumiez en donnant 3 000 €, c'est l'équité. Alors, peut-être que ça, ce rugby, ils auraient été plus dynamiques, ils sont venus négocier avec vous, et c'est très bien. À ce rugby, moi, j'aime bien, je suis un des rares abonnés qui faut faire le rugby depuis des années. Donc, je vais pas... Non, mais je suis un des rares. Écoutez, là-dessus, on peut prendre les dates d'antériorité. Oui, on comprend. Mais non, mais c'est pas ça. Moi, donc, pas question non plus de dire qu'on stigmatise le SAF rugby dans nos propos. C'est pas ça. Maintenant, peut-être qu'eux, ils ont eu le dynamisme, l'initiative de venir vous voir, et tant mieux pour eux, ils ont bien fait. Par contre, je ne suis pas sûr que le foot ou le basket plus public ait eu la même démarche. Ils sont publics, hein. Écoutez, moi, j'ai pas. Moi, de toute façon, les subventions, c'est chaque année. J'ai un peu. Ça l'était avant. Oui. Ouais. C'est nouveau, mais. Parce qu'on a pris une leçon tout à l'heure d'opposition, que c'est dur l'opposition. Arnaud Dozem parle en connaissance de cause. Quand il nous dit on essaie de faire du buzz, il parle en connaissance de cause, ça je reconnais qu'il. C'est un homme de métier qui nous a donné une petite leçon de morale tout à l'heure. Voilà. D'autres commentaires? C'est moi la parole. C'est des paroles qui grandissent quand même. On va les voir tout à l'heure. Non, et sur le rugby, on va pas. Ils reviennent en national. Donc quand vous passez de l'échelon local à l'échelon national, c'est sûr que vous changez en termes de coûts, de déplacement, de logique. J'espère qu'un jour l'USAB montera en National 3. Ça serait magnifique. Ah, et s'il monte en National 3, on sera amené à faire un gap plus fort que si, quand vous changez de division régionale. Je voudrais pour finir dire qu'on a exigé toute une série de documents de la part des associations, de façon à ce qu'il y ait un dossier complet qui soit conforme à la législation. On ait les documents comptables avec à la fois les comptes de l'année, mais également le bilan. Que nous attendons que chacune des associations ait une assemblée générale avec un compte rendu d'activité, ainsi de suite. À ce jour, l'ensemble des associations ont fourni ces éléments-là en dehors de Clin d'œil et de Pénias et Intuition, et je ne doute pas que dans les semaines à venir, tout ça se régularisera. La Galerie des Arts, on peut nier sur les choses nouvelles. Nous n'avions pas donné de subvention l'année puisque le conseil d'administration était un peu en sursis. On savait, une nouvelle équipe s'est mise en place avec un très joli projet. Voilà, nous renouvelons maintenant un accompagnement de la même manière que pendant plusieurs années la country, la FACOA n'avait plus de subventions. On a considéré que de par leur engagement dans toutes les manifestations, ça méritait une petite récompense et donc une petite subvention. Bien,
Y a-t-il, donc les Vasconiales, on avait pris un risque l'an dernier, on avait mis 5 000 €, c'est à peu près le même débat que sur Jason Carr. Il n'y a pas de débat sur Jason Carr. Non mais un peu, ça a été une réussite, on renouvelle. Et vous voyez que cette année, vous ne me posez plus la question dessus. J'espère que Jason Carr sera une réussite et que l'an prochain, vous voterez les 5 000 € sans poser de questions. Oui. Question, parce que j'ai vu avec beaucoup d'intérêt vous demandiez des dossiers complets, puis je caressais l'espoir de consulter les comptes du comité des fêtes. J'étais venu, monsieur le maire, dans votre bureau au mois d'avril, vous aviez renouvelé la promesse en conseil municipal ici le 7 avril. A priori, le dossier est complet. Mais tu étais à l'Assemblée Générale? Non. J'étais à l'Assemblée Générale, je n'ai rien contre le comité des fêtes. Et tu n'as pas posé de questions? Non. Non, mais si tu avais des doutes... Non, je n'ai pas de... Je voulais... Justement, je suis élu de l'opposition. Je ne veux pas... Je respecte les gens du comité des fêtes, j'ai même des amis dedans, je le répète. Et j'étais venu dans ton bureau pour te poser la question. Je ne voulais pas ficher le bazar de l'Assemblée Générale, demander des comptes qui n'étaient pas là, manifestement. J'étais venu... Mon interlocuteur, c'est le maire. Je ne vais pas les demander à Jean-Marc de même de donner les comptes. Il doit être un dossier subvention. Johan était soi-disant, je crois, en vacances à ce moment-là. Il a le droit. Qu'on se comprenne. André. Toujours est-il, 3 mois après, le canard est toujours vivant, et les comptes ne sont toujours pas là. Les dossiers de subvention sont bien entendu consultables pour tout élu qui en fait la demande. Bon. Par contre, avoir plus de détails sur le contenu des informations qui nous sont données, moi je ne fais pas d'ingérence dans les associations. Si vous voulez avoir un contenu très précis, je pense que c'est en tant qu'adhérent, il faut auprès des responsables demander des informations. Nous on a les documents de synthèse à la fois de bilan et de compte de résultats. Je suppose des responsabilités de la part de la municipalité et des discussions totales. Tout à fait. C'est bien pour ça, Alain, je fais l'Assemblée Générale, et je dois arriver là. Je n'ai pas envie de foutre la panique, de venir un petit peu après. Mais bon, évidemment, il y a une question, il y a de la casse. Non, c'est pas du tout mon propos. C'est l'occasion de poser, de demander des points particuliers. S'ils sont acceptés à l'Assemblée Générale, au niveau de la mairie, moi si j'avais un conseil à donner, la mairie, je crois, doit être respectueuse des documents qui lui sont confiés. Je ne pense pas que les données peut-être à l'élu, je pense qu'il y a Mon propos n'est pas de partir dans la rue avec les documents sous le bras, ce n'est pas ça, pas mon propos. J'ai assisté à l'Assemblée Générale, invité comme élu, donc comme adhérent du comité des fêtes. J'ai vu une présentation, je l'ai qualifiée de sommaire, ça a interpellé, j'ai compris que ça a interpellé des personnes, même membres du comité des fêtes. Je n'allais pas, moi, venir mettre la deuxième couche, moi élu d'opposition, parce que les gens me connaissent un peu quand même dans la ville, ça veut dire, attention, là il y a Anguille sous roche, on se tait tous, on étouffe l'Assemblée. Non, je connais un peu la musique, ça me fait vraiment que je roule. Y a-t-il des... Je ne suis pas un poussin de l'année. Je crois qu'on a compris. Y a-t-il, parce qu'on est là pour... nous, on est très clair sur tous les choix qui ont été faits. Y a-t-il des questions qui n'auraient pas été abordées? Si on a répondu à... Oui, Jackie, tu veux poser une question? Non. Ah, je te voyais avec le doigt. Pardon. Et s'il n'y a pas de questions complémentaires, on va procéder au vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Non, mais il y a des gens qui ne peuvent pas voter. Là. Après, oui, alors, c'est une procédure de pure forme qui est très importante. Si la liste est incomplète, vous nous le direz que dans le procès verbal qu'on va envoyer là. Moi, je trouve que je ne suis pas trop complète parce que j'ai vu Elisabeth Brett et l'objet n'est pas dans cette liste. Oui, elle est dans les... Ça, c'est une opposition constructive. Je te remercie. Y a-t-il des gens qui sont contre? Des gens qui s'abstiennent? Des gens qui votent pour? Je vous remercie. Y a-t-il là-dessus des questions, des commentaires? J'ai une interrogation par rapport au fait que désormais les familles vont payer 110 € pour les enfants inscrits à l'éveil d'initiation. Jusqu'alors, la subvention par élève comblait le reste à charge. Et désormais, c'est 110 €.
On fait le choix de faire payer 110 € famille pour des enfants qui souhaitent commencer l'apprentissage de la musique, c'est bien ça? Je suis en éveil et en initiation, c'est-à-dire dans ce qui se fait en grande section maternelle et en CP, c'est-à-dire largement en amont de l'apprentissage d'un instrument. Il y a d'ailleurs beaucoup des élèves qui commencent ces initiations-là qui les arrêtent en cours d'année. Donc, nous avons fait un choix de responsabilisation des familles. Il est possible qu'il y ait des propositions par le tissu associatif complémentaires qui viendraient peut-être répondre à ça. Combien de familles ont eu des enfants qui ont arrêté en cours d'année l'année dernière? Ça, je vous donnerai l'information. Je sais qu'il y avait 5 enfants en éveil et 6 en initiation de musique. Oui, très peu. Puisqu'en fait, le gros des effectifs commence l'instrument, commence la musique, l'apprentissage de la musique quand ils sont en âge de commencer l'instrument. Ce qui paraît assez logique. Donc, bien entendu, si je mets mon esprit tordu en route, les 110 € seraient donc destinés au bout du bout de décourager ces familles pour dégager vers une première subvention pour une association hypothétique dont on entend parler en ville et pour laquelle des courriers circulent sous le manteau. Ah là là, entendre parler sous le manteau. Nous sommes à l'été 1940, c'est un régime d'occupation. Il y a des gens privilégiés qui ont eu l'information. Écoutez, moi je suis très surpris que ça ne vous choque pas, par exemple, le reste à charge pour les familles en premier cycle à 247 € par an. Moi j'attendais, un débat de se dire qu'est-ce qui fait que nous n'ayons à Saint-Sevé que 77 enfants qui apprennent la musique sur une ville de 5000 habitants. Dans les 77, je crois qu'il y en a peut-être entre 5 et 10 qui viennent des villages voisins. Ma belle famille est à Pomarès. Sur le territoire de Pomarès, il y a 150 enfants qui font de la musique. Et ça draine les villages alentours, on va dire, sur un bassin de 100 000 habitants. Mais si on regarde beaucoup des réalités en Chalosse de Tursan, il y a beaucoup d'endroits où il y a beaucoup plus de jeunes qui apprennent la musique qu'ici. Moi, je suis convaincu que 247 € par enfant, par famille, est discriminant. Et que ça réserve l'apprentissage de la musique à une catégorie socio-professionnelle, classe moyenne, classe aisée. Donc, moi je me réjouis que la Banda, l'an dernier, ait initié une école musicale. Moi je me réjouis que l'usine à gaz ait aussi une action de promotion d'apprentissage de la musique dans l'esprit rock. Et effectivement, une association s'est créée, elle en est à ses fondements. Elle a envoyé un courrier à tous les élèves, à tous les élèves qui étaient au conservatoire pour faire connaître qu'il y aura à la rentrée à annoncer au forum des associations une proposition musicale différente. Je ne sais pas vous dire aujourd'hui quels seront les instruments qui permettront d'être offerts, s'ils auront ou non un solfège, mais plus largement. Il va y avoir une association musicale, mais sans prof de solfège, sans... J'ai entendu parler beaucoup dans le domaine du sport de professionnalisation. Aujourd'hui, on me dirait, moi, on supprime dans le 3e cycle, que sais-je, il y a quelqu'un qui veut presque faire une profession musicale, quand lui disent tu veux faire un métier, tu te finances. Et moi, on me parlait de taxer ici l'éveil, l'initiation, de même peut-être d'essayer d'effacer, de faire disparaître ces classes éveil, initiation, premier cycle, de l'école départementale où on sait qu'il y a un encadrement professionnel, là je ne comprends plus. À un moment on parle de professionnalisation, là on nous dit on va partir dans une asso improbable. De toute façon, si on avait l'information, il n'y aurait peut-être pas de polémique. Et ce que j'entends là, on ne sait pas s'il va y avoir du solfège, on ne sait pas s'il va y avoir, où est-ce qu'on va. On va économiser peut-être 2 000 à 3 000 € sur le budget, sur les participations des familles de la mairie, sur les deux ou trois premiers cycles, et on va donner combien? Il va falloir donner combien de subventions à cette asso? Elle va partir faire les concerts le dimanche, comme fait la Banda de Pomarès ou l'Harmonie de Pomarès, comme font les Fayances, comme font Alvéoline à Samadé, parce que c'est sûr qu'ils ont du fonctionnement associatif. Mais en face, ils se donnent les moyens
d'aller chercher de la ressource. Mais a priori, vous parlez de rumeurs, monsieur Lafargue. Non, il y a une réunion, attendez. Vous savez pas, monsieur Lafargue, vous savez donc pas s'il y aura effectivement des professionnels ou pas. Bah, j'entends là, on ne sait pas trop sur c'est une association. Que vous ayez un encadrement professionnalisé. Sinon, là, c'est de la politique, comme disait vous avez vraiment l'objectif de l'association, c'est réfléchir au détriment du conservatoire les enfants qui vont commencer l'apprentissage. On l'a parfaitement compris. Mais moi, j'aimerais savoir qui va porter cette association. Ce qui nous pose problème, c'est que déjà c'est piloté par un ensemble d'élus qui, on le sait tous, ont essayé de trouver un moyen peut-être de quitter le conservatoire ou que sais-je. Donc moi j'attire l'attention ici que ce genre de démarche, attention, on frôle l'illégalité, on frôle l'association transparente. Donc faites extrêmement attention, parce que pour des raisons politiciennes, il ne faudrait pas que vous amusiez à faire n'importe quoi. Arrêtez, je tremble. Non, mais écoutez, on est toujours dans la même approche. Nous verrons. Je croyais avec le PADD que nous allions être dans une séance constructive, où au fond, nous serions là pour voir quel est l'intérêt de la ville, les politiques à tracer, à mettre en œuvre. On parle de l'intérêt des enfants. Je suis en face. Vous cherchez à créer de la polémique sur tous les sujets. Mais non, c'est du débat. C'est pas je vous dis, vous invitez à la création d'une association, un listing qui correspond aux parents qui ont les enfants au conservatoire. C'est orienté, c'est une démarche politique. N'en déplaise aux personnes qui vous soutiennent. C'est une démarche politique. Bien. Je prends acte de votre position. Je vais y répondre très sereinement. Nous sommes adhérents au conservatoire, oui ou non? Oui. Toute personne qui veut poursuivre au conservatoire pourra-t-elle poursuivre au conservatoire? Oui. Y a-t-il un changement à l'exception du cycle éveil? Non, si ce n'est que le conservatoire va coûter encore 7 € de plus qu'aujourd'hui. Maintenant, y a-t-il d'autres associations musicales dans la ville? Oui, Los Alegres qui monté une association musicale. Vous ne m'en parlez pas. Si. Elle ne doit pas avoir place à nous. Si apprécie votre démarche. Nous lui avons mis à disposition un local tout à fait récent là-bas. Je crois que pour avoir rencontré des personnes qui s'occupent de l'école, ils sont tout à fait satisfaits. Et ils ont reçu un certain nombre d'élèves cette année. Nous avons l'usine à gaz qui propose une formule musicale rock pour lequel la ville met à disposition des locaux. J'en profite pour vous dire que nous avons demandé au cabinet ANAC de nous faire le chiffrage des travaux d'une ouverture en salle de spectacle de cette salle, c'est-à-dire une ouverture au public. Ça aussi, je balaye les un tel choix et une association supplémentaire, et donc, on s'interroge. Je vous redis, vous voulez... On s'interroge. Vous avez tout à fait le droit de penser qu'à 247 €, c'est une proposition accessible à tous les revenus. Je considère que ça ne l'est pas. Sous le pied, vous savez, on a aussi des propositions alternatives. Ça ne l'est pas. Deuxièmement, le conservatoire des Landes, où Babet siège, a un coût parallèle qui est très élevé. Il y a d'ailleurs un audit qui est fait par un cabinet extérieur pour voir les marges de manœuvre, pour essayer de réformer de l'intérieur ce sujet-là. Donc, je vous dis qu'une association, effectivement, a vu le jour, laissons-la grandir, attendons le conservatoire, le forum des associations, et nous verrons dans quelques semaines, dans quelques mois, comment les choses avancent. Je reviens sur les tarifs du conservatoire. Je voulais simplement, avec une seconde, parce que rebondir sur un propos où tu as fait allusion à la bon esprit du PADD. Je reviens sur ce que j'ai dit au début. J'ai remercié Jean-Marc Fabier et Serge Claverie parce qu'ils sont organisés, il y a eu un travail préalable, des réunions de préparation. Si peut-être on a vu quelques commissions de travail sur la problématique de la musique à Saint-Sevé, peut-être que les solutions alternatives dont parle Olivier Martinez à l'instant, peut-être on aurait eu quelques idées à émettre. Tandis que là, vous avez choisi de travailler seul et ne comptez pas sur nous. Alors vous appellerez ça de la polémique. Moi, pour ma part, ne comptez pas sur moi pour vous suivre dans ce chemin-là de création d'une nouvelle association, comme ça que vous avez sorti du chapeau un samedi matin à 11h. Non, jamais.
Maintenant, un travail de concertation préalable. Peut-être il faut. Le conservatoire n'est sûrement pas parfait. Il y a des choses sûrement à étudier. Faites-le dans un esprit de concertation. Voilà. Parce qu'on a suffisamment, je parle par expérience, j'ai suffisamment été, et je n'étais pas exemplaire en matière de concertation, je me faisais engueuler par vous, et même par le maire à l'époque. Donc je suis assez bien parlé, mais j'ai entendu vos discours. Ça devait être, on devait connaître un nouveau monde. Ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'encore c'est pire qu'avant. J'en suis désolé, et je le dis. Jean-Marc a quelque chose à dire. C'est pas possible. Si je peux dire deux mots. Il y a une association qui a été créée, qui est l'usine à gaz. Elle a été créée, et à mon avis, pas en concertation avec l'opposition à l'époque. Non, il y avait non. Bon, bah, c'est la même chose. Le président était le mari d'une conseillère municipale. Oui. Mais c'est un hasard. Oui, ça je le confirme. Voilà. Bon, écoutez, je veux dire, ils ont monté leur assaut dans la web. C'est exactement la même chose. Non, c'est pas la même chose. Arrêtez, ne dites pas ça. La différence, c'est que la précédente municipalité n'a pas demandé à quitter le conservatoire, puisque j'ai copié en tant que conseiller départemental de la réponse à la mairie de Saint-Sevé. Je ne vais pas en faire lecture, j'ai ce document qui veut le consulter avec plaisir. Vous avez souhaité. C'est une réponse. Est-ce qu'il y a une question écrite? Vous allez me répondre très franchement. Je vous mets au défi de trouver un courrier de la mairie où on indiquerait que nous quittions le conservatoire. C'est une rencontre. Y a-t-il eu une question écrite de la mairie, une demande de quitter le conservatoire, oui ou non? Vous êtes en train de dire que le président du conservatoire ment lorsqu'il répond à votre demande de retrait du conservatoire. Je n'ai fait aucune demande écrite de retrait du conservatoire. Je n'ai fait aucune demande orale de retrait du conservatoire. Les choses sont très simples, très claires. Nous restons au conservatoire. C'est la différence entre l'usine à gaz et votre démarche. Vous souhaitez quitter le conservatoire, vous rétropédalez encore une fois parce que vous avez compris que vous ne pouviez pas sortir. Si je voulais sortir du conservatoire, je ne serais pas en train de faire voter un tarif. On est bien d'accord? Alors si on fait un voter un tarif, c'est parce que nous restons adhérents. Votre démarche est absurde. Je mets au vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Des gens qui sont contre le tarif? Très bien, c'est le tarif voté au conservatoire que vous avez validé. On vote pas le tarif du conservatoire, on vote la participation de la commune. Ça n'a rien à voir. Décidément, vous. Y a-t-il des gens qui s'abstiennent? Y a-t-il des gens qui sont pour? Je vous remercie. Approbation du. Si Jacques Choulet, qui est membre de la commission, je crois avoir posé la question en commission, est-ce que on n'avait pas retenu forcément le mieux disant, le moins disant d'ailleurs, ça c'était une chose, c'était acté. Après on a dit, comme on a une marge de manœuvre, on va ajouter 9 repas par an, par les 9 repas spéciaux, ça partait d'une bonne intention pour faire travailler les commerces locaux, j'ai souscrit à cela. Et ce que j'entends ce soir, c'est qu'on met la machine à casser la solidarité en route, c'est-à-dire on va me rappeler tous les intérêts des emprunts, c'est-à-dire automne, on m'avait dit ce jour-là, changement de société n'entraînera pas une modification mineure, ce soir je découvre une augmentation de l'ordre du %. Et ça, j'avoue que là je m'estime, autant j'ai été sincère, participatif et constructif en commission, j'ai un peu le sentiment ce soir d'avoir été trompé sur une partie du discours. C'est ce que je voulais dire. C'était pas tous les éléments d'information qui répondent. Ce que je veux dire avec c'est ce qui est quand même bien que la qualité soit au rendez-vous avec les nouveaux prestataires, on ne conteste pas. Des délais ont participé à des dégustations. On était quand même pour un forfait de base de la cantine scolaire, du cours public. On était à 30 € jusqu'à présent, mensuel. Et là, donc, on observe une augmentation de la vie de plus de 8%. De 8% et demi. Donc on passe à 32,50 €. On peut regretter puisque lors d'une question qui avait été évoquée dans un précédent conseil municipal, c'est Olivier Martinez qui avait posé la question, lors justement de la commission d'appel d'offres évoquée pour le changement de prestataire, vous avez été engagé à ne pas toucher le tarif de la cantine scolaire de l'école publique. Mais je vais vous répondre à ça. Donc, prendre en compte dans le coût, c'est-à-dire des travaux, des amortissements, ça ne regrette pas de ne pas l'avoir anticipé. Aujourd'hui, quand on reprend les calculs qui étaient les vôtres, il n'y avait pas dans le coût de revient de repas l'amortissement des locaux
et leur entretien. Mais c'est un choix politique. C'est un choix politique. On peut dire les tarifs. Encore une fois. C'est un choix politique. Ça s'appelle la solidarité. D'accord. Formidable. Donc, Vous voyez des carences partout, alors qu'en vérité, vous avez là à faire un choix politique. Assumé. mais ça n'a jamais été exprimé comme ça. C'est bizarre. Aujourd'hui, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que cette cuisine centrale qui a 5 ans maintenant, elle se dégrade. Il y a des travaux à y faire. Il y a du matériel à changer, à entretenir. Et qui donc... Oui. Pas de problème. Tu veux qu'on travaille, quelqu'un? Nous avons toujours eu la philosophie de facturer au juste coût le service public. Parce que quand il n'est pas facturé au juste coût, au final, la qualité se dégrade. Je reviens sur le marché public, il est 2 000 € plus cher. L'augmentation, c'est parce qu'il faut qu'on puisse intégrer dans le coût de facturation l'entretien, le renouvellement des matériels. Parce que sinon, c'est autant d'investissements qu'on ne pourra pas faire ailleurs, ou de l'augmentation de l'impôt. Je remarque, et c'est de la bonne gestion, pour vous donner quand même d'autres éléments d'information, nous facturons toujours les repas des cantines en dessous du coût de revient, puisque ne sont pas intégrés dans le calcul les personnels qui servent dans les cuisines dans les cantines. Christophe Lavier, Agnès Gauziade n'y sont pas intégrés, donc il y a toujours un effort fait par rapport aux familles des cantines. Donc je sais bien que d'augmenter de 2,50 € par mois, ça fait plaisir à personne, mais ça permet d'intégrer un renouvellement du matériel qui ne sera pas au final à faire payer par tous au travers de l'impôt. Et si je dois comparer la qualité d'avant avec la qualité d'aujourd'hui, je crois que je vais facturer 2,50 € de plus aux familles pour avoir des légumes frais qui sont cuisinés, pour avoir des patates fraîches, pour avoir des grillades. Mais je vous dis qu'au final, nous avons fait nous offrons la possibilité à nos familles de changer du tout complètement la qualité pour 2,50 €. Voilà. Donc, je crois que on ne peut pas tout avoir, et la qualité, et une cuisine centrale entretenue, et pas de facturation. Alors si je reviens sur l'EHPAD, nous serons en portage des repas avec l'augmentation de 40 centimes, qui intègre 20 centimes liés aux menus spéciaux, puisque les menus spéciaux ne seront répercutés que sur ceux-là qui ont les livres. Si nous rajoutons ce coût aux 6,10 € que coûte le tarif du portage de repas par le CIS aujourd'hui, nous serons toujours 10 centimes en dessous du Mont-de-Marsan, où c'est à 6,60 €. Nous serons légèrement au-dessus de R, où c'est à 6,29 €. Donc au fond, on n'est pas déconnecté de ce qui se pratique autour de nous. Voilà. Y a-t-il... Il était quand même dommage qu'à certains moments, du personnel de la cuisine centrale soit obligé d'apporter des instruments de cuisine de chez eux pour pouvoir fonctionner dans la cuisine. Ça a existé. Mais quand on répercute, c'est quand même pas brillant. Parce qu'il n'y avait pas de budget là-dessus, et donc pas de renouvellement. Et un investissement, il n'est pas éternel. Nous avons eu déjà des réparations cette année sur les fours Prima, les chaudières, ainsi de suite. Nous voulons que cette cuisine centrale reste à niveau, continue de se moderniser, donc c'est naturel, que les remboursements d'emprunt qui coûtent soient répercutés dans la tarification. Nous faisons 0 marge, continuons même à vendre à perte les menus à nos enfants, mais on part sur une logique de gestion qui est raisonnable. On va employer des mots comme ça. On ne vend pas un repas à perte, je ne veux pas dire la ville vend à perte. Mais c'est le cas. C'est un discours catastrophique. Bon, honnêtement, je suis contribuable, je n'ai pas d'enfant. On me demanderait 2 € d'impôts supplémentaires pour payer la solidarité avec des gosses, avec des familles. Honnêtement, ça ne va pas perdurer sur les Allez, je rappelle que donc l'augmentation, je rappelle que l'augmentation pour les enfants est de 2,50 € par mois
pour un changement radical de la qualité. Nous allons donc procéder au vote. Qui est contre? J'ai une question. Oui. Il y a une phrase que je ne comprends pas bien, je ne sais pas si c'est une erreur de rapport. Dit que les déductions en cas de maladie interviendront sur la base d'un tarif de 2,30 pour les enfants et 4,90 pour les adultes pour un prix de 4,90 dès le départ. Le remboursement est supérieur Non, c'est une erreur. Il faudrait qu'on parte sur le même montant en facture. C'est quoi? C'est 2,14 €. Ah non, excusez-moi. Dans l'enfant de jour, on est à 2,30 €. C'est pour ça qu'on est parti sur ce montant-là. Excusez-moi, parce sur le que tarif adulte. C'est le tarif adulte. 32,50 € divisé par... Non, c'est le tarif adulte qui m'interpelle là, parce que vous faites payer 4,10 € et vous remboursez 4,90 €. Non, mais on est sur le tarif adulte des restaurations scolaires. Je vais payer 4,96 €. C'est le 36,50 divisé par 60, par le nombre de jours. Non, mais un tarif adulte au centre de loisirs, vous êtes... Non, mais le 4,90... c'est pas mensuel, c'est à l'unité. Là, on ne parle pas du centre de loisirs, là, on parle de la restauration scolaire. Non, il y a une erreur sur rédaction. Le deuxième chapitre qui a été reporté en copier-coller dit que les déductions en cas de maladie ne s'appliquent pas à l'EHPAD midi et l'EHPAD soir pour faire des repas. C'est que pour les enfants, c'est que pour la restauration Le scolaire. service des affaires scolaires de la mairie, c'est pas fait pour l'EHPAD. Non, c'est fait pour les enfants de l'école. Cette phrase-là, elle est en dessous de l'EHPAD. Oui, mais elle n'intègre, tu as raison, elle n'intègre que le premier cas, que pour les restaurations scolaires. Voilà, la restauration scolaire, elle est déjà portée, cette phrase, elle est reportée. Non, parce qu'il y a l'explication dans les considérants, et après, approuve et dit. Donc c'est le caractère exécuteur de la délibération. Donc c'est bien écrit, excusez-moi. On a voté? Qui est contre? Oui, on avait commencé. Qui est contre? Pour l'instant, j'ai refusé. Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Bref, les provinces et les marchands ambulants. Et nous allons mettre en place une taxation de l'occupation du domaine public qui prend en compte le mètre carré de comptoir et le mètre linéaire de comptoir et le mètre carré du comptoir. Ce qui va représenter, selon les estimations que nous avons, une participation qui ira de 200 à 450 €. Le total? Et le total pour un budget de 2 000 €. Nous avons fixé, on a regardé comment ça se faisait à Saint-Vincent-de-Tyrosse, à Mont-de-Marsan, à Agenmo. On a basé nos tarifs sur ce qui se pratique à Agenmo, qui était le moins élevé des 3 fêtes que je vous ai évoquées. Considérant qu'à Mont-de-Marsan, il y a beaucoup plus de monde, à Tyrosse, c'est semble-t-il en affluence pareil que nous, et c'est peut-être un contexte différent lié à la côte. Et donc, c'est autant d'argent qui permettra de faire face aux dépenses liées au fait, puisque tous les efforts de propreté, notamment, sont assumés par la ville. Oui. J'ai une question sur la forme. Vous dites qu'on modifie les tarifs. En général, dans les visas, on met, vu la délibération en date de... On n'a pas trouvé la délibération initiale, puisque je pense que jusqu'alors, il y avait quand même une perception de droit de place ou ce genre de choses. Vous parlez pour les forains et les marchands ambulants? Pour les cafetiers, c'est une création, donc ça n'existait pas. Vous ont été avertis, le cafetier? Oui. On a fait combien de temps? On avait fait une première réunion au mois de novembre avec eux où on avait évoqué le sujet et on l'a annoncé il y a le 8 juin. Je précise que par rapport aux cafetiers, les décisions de la mairie vont avoir un impact positif sur leurs finances cette année pour les fêtes, dans le sens où on a supprimé quelque chose qui était une bêtise depuis quelques années, c'était l'imposition aux bars et aux associations
d'utiliser des verres biodégradables qui en fait étaient jetés avec les autres détritus, donc ils n'avaient aucun intérêt d'être utilisés. C'était quelque chose qui avait été entre guillemets convenu avec la préfecture dans le cadre d'un demande de dérogation. Saint-Sevé ne voulait pas mettre en place des verres réutilisables, dits par exemple de la marque EcoCut. Et en contrepartie, Saint-Sevé jouait avec l'ambiguïté et proposait des verres biodégradables. Donc en accord avec la préfecture, on a convenu que ça ne servait à rien, que pour les années futures, on relancerait le débat des verres réutilisables à Saint-Sevé, mais que pour cette année, des verres plastiques recyclables normaux seraient suffisants. Alors par expérience de membres d'une association, le coût économisé de ces verres sera largement supérieur par exemple pour des bars qui vont être touchés par cette contribution. L'économie sera largement supérieure au tarif d'occupation du domaine communal qui va être facturé cette année. Il faut qu'il gagne de l'argent cette année, parce qu'il comprend bien, l'année prochaine, ça sera, cette année il y a fromage, un conseil, il y a des dessert. Et on reviendra à la tarification. Non, c'est bien joué l'argument, c'est un argument commercial. Non, mais de la même manière, écoutez, moi je suis pas j'ai toujours dit que je ne dépenserais pas l'argent que je n'ai pas. Mais on ne peut pas mettre des moyens nouveaux sans trouver des recettes. Par exemple, cette année, il y aura une aire de parking pour les gens des villages alentours qui veulent venir à la fête et rentrer chez eux le soir. Et nous avons obtenu l'accord avec Johan pour le travail qu'il a fait de la part de Christophe Priam de Carrefour Market pour qu'on puisse se garer à cet endroit-là. Il y aura aussi un parking pour ceux qui viendraient du nord, au parking du foot. Et les gens pourront aller en bus au plus près de la fête et revenir en bus. Donc ça se fait dans les fêtes plus grandes. C'est pour essayer de maintenir à la fois un périmètre propre autour de la ville et de répondre à cette fermeture qui pour des personnes âgées est utile dans le travail. Donc ça, c'est un coût qui est pris en charge par la ville. Même si on a eu de la part de la sécurité routière, de la prévention routière, un accompagnement, et ainsi de suite. Je crois qu'il faut être dans une formule gagnant-gagnant et que si on a beaucoup de monde et que les recettes sont au rendez-vous, nous, on ne demande qu'à avoir des professionnels qui gagnent mieux leur vie, clairement. Moi, ce qui m'inquiète à ce jeu-là, on peut comprendre d'une certaine manière la démarche. C'est les mêmes professionnels, je pense, qui investissent l'argent pour la publicité du comité des fêtes, tu viens de dire, c'est de la publicité. En tant que commerçant, ils font de la publicité pour leur bar. Donc c'est de la pub, tout simplement. Ils participent déjà à la fête d'une certaine manière. Bon, moi, c'est de la pub. Je crois qu'on... Parce que là, c'est la ville qui encaisse, c'est pas le comité des fêtes. Non. Tandis que, en jouant sur les tarifs de la publicité, c'était le comité des fêtes qui avait une recette. Oui, c'est une remarque. Les associations qui utilisent le domaine public municipal. Fiscalement, nous n'avons pas le moyen de faire payer une redevance de l'utilisation du domaine public à des associations à but non lucratif de loi 1900. Heureusement, c'est pour ça que c'était le sens de la question. Donc, je précise que ce mode de mettre en place un tarif d'occupation non communale. On en avait parlé en comité consultatif fait animation de tourisme le 19 janvier dernier. Et André, tu avais justement dit que pour les bars, tu étais d'accord, mais pas pour les associations. Je ne défendais pas mon propos. J'avais dit les associations défensières en contre, les bars, ça serait à régler avec eux. C'est pour ça. J'entends dire maintenant qu'il y a eu concertation, pour vous. André, s'il te plaît, tu avais dit devant tout le monde que tu étais d'accord, mais pas pour les associations. On avait même parlé de bénévolat pour les associations, pour qu'elles puissent elles rendre sous une autre... C'était des pistes de réflexion. Alors, tout le travail qui a été fait sur les fêtes, je suis capable de ressortir ma vieille rengaine. C'était le 19 janvier, effectivement. On fera passer là-bas. Je dis ce n'est pas notre philosophie. J'ai même les mots. Et Arnaud Fabre, je vous le refais. Arnaud m'avait demandé qu'il est dans cette philosophie. Je dis que les associations, c'est non. Quant aux professionnels, ça s'effectue
de notre ressort, ça sera à voir avec eux. Je n'ai jamais signé en bas de la feuille, mais c'est d'accord. Et puis, comme il n'y a plus de comité consultatif, j'aurais bien aimé pouvoir en redébattre. Mais oui, parce que depuis le 19 janvier, on a été reconvoqué, re-invité la semaine dernière. Donc, c'est faux. Entre-temps, toutes ces C'est décisions... faux, la dire. C'est faux. C'est faux. Alors, au sujet des fêtes, tout ce qui a été fait est le fruit de plusieurs concertations, notamment avec les bars au mois de les bars et les associations. Non, mais nous, on n'a pas été invités. Le comité consultatif. Laissez-moi finir. Le 19 janvier, il y a eu un comité consultatif qui a tiré les grandes lignes, qui a écrit les grandes lignes de ce qui a été proposé ensuite. Forcément, on est là pour travailler. Maintenant, vous avez été aussi invité le 30 avril pour participer au jury du concours d'affiches. On n'a pas abordé ces sujets-là, c'était juste choisir l'affiche. Et le comité consultatif du 22 juillet, c'était un comité consultatif d'information pour rendre compte des travaux qui avaient été faits suite à la réunion du 19 janvier. Oui, ça confirme ce que j'ai dit, c'est qu'on n'a pas été invité entre ces deux dates. C'est ça. Pour De toute discuter. façon, Il y a eu une réunion de travail. de toute façon, je l'avais dit au moment de la création du comité consultatif. On va arrêter ce débat parce que je vais sinon sortir les statistiques du nombre de commissions de certains adjoints sur la dernière mandature. Non, mais c'est pas ça. Je ne connais pas une seule commission qui s'est réunie comme le comité consultatif, ou mieux, le comité consultatif patrimoine, où les délégués pour lesquels vous vous êtes battus pour que vous en fassiez partie ne viennent pas. Je suis sur le comité consultatif. Alors, moi, je veux bien, mais nous faisons un comité consultatif, il s'est réuni 5 à 6 fois en un an. Écoutez, c'est largement supérieur à ce qu'on a connu dans la dernière mandature. Je reprendrai les dates, je te les enverrai. Nous allons maintenant passer au vote. Ce que je voudrais dire, y a-t-il des gens qui... Marion Garginia et Johan Labarère, parce que le comité consultatif, je l'avais dit dès le départ, cette formule-là, elle ne peut pas fonctionner. La mixité élue, responsable associatif, je l'ai dit à M. le maire dans son bureau il y a quelques semaines, quelques mois. Mais elle fonctionne très bien. Non, le comité consultatif patrimoine fonctionne très bien. Oui. Le comité consultatif a été à l'origine de ce concours d'affiches qui est magnifique. Je trouve superbe l'affiche. Non, mais là, elle a participé. Mais dit que là, bien. Nous allons donc passer. Juste pour information, on a pris note de la remarque par rapport aux dates de convocation. Donc, la date du prochain comité consultatif et d'animation tourisme est déjà fixée. Je pense que la ligne est prévenue, c'est le mardi 15 septembre à 19h30. Ah, il y a eu progrès. Ça m'a fait plaisir, j'ai bien entendu. Ça fait 2 ans quand même. Nous, on a attendu 6 ans pour arriver à un tel rythme. On va passer au vote. Y a-t-il, et je vois qu'il y en a qui peuvent témoigner, y a-t-il des gens qui sont contre? Oui. Y a-t-il des gens qui s'abstiennent? Y a-t-il des gens qui sont pour? Je vous remercie. Création d'un tarif pour le camping de Festaï. Johan, peux-tu nous en toucher 2 mots? De la même manière que le tarif d'occupation du domaine communal, il y a un travail global qui a été effectué sur les fêtes et qui a mené à un renforcement des services mis en place au camping de Festaï. Et comme ça se fait dans des villes qui mettent en place des services similaires, nous proposons un tarif de 2 € par Festaï pour l'utilisation du camping, des douches, des sanitaires. L'éclairage sera présent toute la nuit. Il y aura des alarmes de sécurité pour surveiller que tout se passe bien, puisque pour pas qu'il y ait de problème. Et voilà. Il y a certaines mesures certains services qui sont mis à disposition gratuitement, et d'autres qui sont payants, suivant la partie. On a toujours la même philosophie, c'est que l'usager doit participer au financement du service public. Y a-t-il là-dessus des Pour l'avoir oppositions? expérimenté à titre personnel avec le Lansac, c'est un système qui marche très bien. Je le disais aussi, il n'y a pas d'effort symbolique. Marquez-le. Dès que vous avez une vraie idée à vous me prévenir, parce que ça peut faire un choc. Ça s'appelle du benchmarking. Mais avec le monde tel qu'il tourne, les idées à nous, les idées individuelles, ne sont que la répétition du passé. Ceux qui créent ces idées, on les fait. Je veux préciser, là aussi, le fameux comité consultatif du 19 janvier, j'avais exprimé quelques réserves. Il y a les grands hommes qui pensent avoir la vérité incarnée. Il y a ceux qui sont plus modestes, qui font participer les autres. Bien, alors nous allons passer au vote. Y a-t-il des gens qui sont contre ce parking? J'ai bien compris que de toute façon, votre volonté à vous, c'était de ne jamais payer les AG pour que ça soit l'impôt qui augmente.
C'est un choix que nous contestons. Et qui vote pour? Je vous remercie pour ce vote qui permettra aux Castagneux d'être accueillis dans de bien meilleures conditions que par le passé à Saint-Soleil. Exonération de l'impôt. Jacques, tu peux nous donner peut-être plus d'éléments par rapport à tout ça? Plus d'éléments, oui. En ce qui concerne donc le tarif de l'eau, donc, pour faire face à des travaux très importants à mener, notamment sur le château d'eau de Montagnières pour sa réhabilitation, qui va nous donner un investissement autour dans les 500 000 €. Et également donc, les travaux de réfection d'eau potable, des réseaux d'eau potable, pour un investissement de 318 000 €. Nous sommes dans l'obligation d'augmenter la part variable du l'eau. Le coût de l'eau est constitué d'une part fixe, d'un prix fixe et d'une part variable sur le mètre cube. Et donc nous sommes arrivés à une augmentation de la part variable de 15% à compter du 1er juillet 2020. Donc on vous a distribué donc, une feuille complémentaire pour bien voir quel était l'impact de ces 15% sur la part variable. En effet, la part fixe n'augmentera pas. Elle reste à 30 €. Et donc, c'était une augmentation moyenne de 10,49 pour l'euro. Des remarques par rapport à ça? Des questions, des commentaires? J'ai un commentaire, mais je commence à être gêné de le refaire. On nous parle d'investissement, là aussi. J'aurais bien aimé, comme le président de la commission de travaux, mais il n'y en a pas. Le dossier Montagnières, il date de 2008, tu dois le connaître. En vrai. Ça bien. Non, mais enfin, s'il y a bien un sujet sur lequel tu ne découvres pas ni qu'est-ce qu'il y a à faire, ni le montant, c'est celui-là. On est bien d'accord. On en a parlé au DOB de surcroît. Dans le débat d'orientation budgétaire, on en a parlé, on en a parlé au budget. Le DOB, ça couvre tout. On est là pour le DOB. Mais non, mais au budget, on en a parlé aussi. C'est pas une surprise. Mais ne t'inquiète pas, quand il y aura les appels d'offres, tu connaîtras le choix des prestataires retenus. Je suis très heureux de venir à la commission d'appel d'offres, mais enfin, des choix sont faits à ce moment-là. Le montant. C'est pas faux. Non, mais c'est ça, on vient à une commission d'appel d'offres, c'est ce que je croyais que sur API, tu avais pu participer au choix. Oui. Alors pourquoi tu préjuges que sur les autres, tu feras une chose en fait? Moi, j'ai parce que les appels d'offres, tout ça, je veux dire, ce que je dénonce, moi, ce que je regrette, je regrette que là, dans ce domaine, on va nous parler de travaux d'assainissement. Une commission de travaux, on n'a pas eu de commission de travaux depuis le mois d'octobre, je crois, et c'était pour un autre sujet. Donc là, je trouve que c'est un peu dommage qu'on n'ait pas pu, avant le conseil municipal, nous dire, voilà, il va y avoir un travail sur l'eau d'assainissement. Je peux comprendre les investissements. Je ne dénonce pas l'un ou l'autre, c'est pas le problème. Tu étais avec nous à la commission où on a retenu les travaux et les entreprises pour le démarrage du vestiaire du rugby. Tu vas participer avec nous sur la commission d'appel d'offres des travaux sur les écoles. Vous êtes associé à toutes les décisions. Non, mais les décisions finales pour le budget. Si c'est une carotte qu'on me donne pour nous faire taire, dire, tiens, on va le faire revenir en commission d'appel d'offres, comme ça, on n'a pas besoin d'inviter une commission de travaux, une commission, un comité consultatif. Bon, on a compris. Pour 120 mètres cubes à l'eau, je voudrais donc dire que l'augmentation par an sera par foyer de 20,64 €, soit 1,72 € d'augmentation par mois. Nous avons fait le choix de ne pas augmenter la part fixe, qui est chez nous à Saint-Sevé de 30 € alors qu'elle est de 60 € pour les clients de Marseillon. Pour ne pas pénaliser les personnes âgées seules, les familles monoparentales, bref, c'est une action de solidarité. C'est également une incitation à éviter les gaspillages. Nous assumons également de garder un tarif spécial pour les industriels, contrairement à Marseillon, qui a aligné les industriels sur les particuliers, et ce pour deux raisons. Un soutien au développement économique et donc à l'emploi, et le coût de revient de livraison de ces gros clients est bien entendu largement inférieur au mètre carré. Nous avons donc de l'ordre de 500 000 € sur Montagnières,
320 000 euros prévus sur les réseaux. Je rappelle qu'en tanière, c'est un sujet sur lequel nous savons tous qu'il y a des travaux à faire depuis 2008 et que donc, à trop repousser l'échéance, ça fait un grand risque et qu'aujourd'hui, il faut bien s'y mettre. Marseillan a augmenté ses tarifs de l'eau de 17% entre 2011 et 2015. Nous augmentons cette année de l'ordre de 10%. Au final, le prix de 1,87 € le mètre cube sera exactement le même que l'ensemble des usagers du syndicat. Quant à l'assainissement, c'est une augmentation modeste de 3,96%, en grande partie liée au Hound de Metz, dont nous avons déjà de maintes fois parlé. Nous allons donc procéder au vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Y a-t-il des gens qui s'abstiennent? Qui est pour? Je vous remercie. Il est facile d'être dans l'opposition, on peut voter contre toutes les augmentations, même quand il faut financer des investissements que la municipalité précédente n'a pas eu le courage de faire. C'est le monde de l'extérieur, mais je parle. C'est l'héritage.